Tu n'y vas pas. Cavendish par terre. Oh, clavette. Attaque de Tadej Pogacar. Ouais, mais voilà. Attaque de Marlou. C'est n'importe quoi, merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tadej Pogacar a perdu ce Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un vélo podcast spécial Jeux Olympiques, la présentation des JO. On y est, ça y est, une semaine après la fin du Tour de France. Pour m'accompagner, avec moi forcément François-Pierre Noël, salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, ça y est, les JO commencent, hein. On est emballé là. On est excité. Ouais, bah heureusement qu'on n'est pas allé sur place parce qu'on y serait jamais arrivé. Ouais, on serait jamais arrivé sur place. Julien Després avec nous, Actu Cyclisme Féminin, pour parler de toutes les disciplines forcément présentes en cyclisme aux Jeux Olympiques. Salut Julien. Salut Guillaume, salut FP, salut à tous. Bon, alors vous m'excusez les gars, en condition d'enregistrement, je suis à la terrasse d'un café à Bordeaux. On est à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il y a des gens autour, mais on parle cyclisme quand même entre nous. Messieurs, il y a l'épreuve de contre-la-montre qui commence demain avec les hommes et les femmes. Des chances de médailles, les gars, en hommes, chez les hommes et chez les femmes, FP? Chez nous, en côté français, j'y crois pas une seule seconde. Mais peut-être que Julien va me faire démentir, mais j'y crois pas. Je rejoins François-Pierre. Il faudrait vraiment un gros concours de circonstances, un trou sur la route, un enlèvement extraterrestre. Ouais, et des 25 premiers qui partent pas. Voilà, ça peut être que ça. Et une route de merde, comme a dit Remco Evenepoel? Ouais, peut-être une route de merde. Après, en tout cas, Remco Evenepoel, pour moi, c'est même pas le favori. Hein, pour le coup, même si je pense que, alors, imagine, là, c'est les champions olympiques, on va me jeter des pierres, on va dire. Mais par rapport à son Tour de France, vu comment il a terminé, je vois des coureurs qui sont peut-être bien mieux préparés que ça. Et voilà, et c'est comme toujours pour les JO, c'est difficile de. Tu vois, c'est pas les meilleurs. Alors, ça arrive avec Cancellara, mais quand tu vois le dernier qui a gagné, c'est Primož Roglič. Voilà, c'était pas forcément lui qu'on attendait, donc je suis curieux de savoir qui sera le futur champion olympique du chrono en tout cas. Je rappelle les Français quand même présents sur les épreuves. Chez les femmes avec Audrey Cordon-Rago et Juliette Labous présentes sur le contre-la-montre femme. Kevin Vauquelin chez les hommes. Les deux contre-la-montre hommes et femmes se déroulent le premier samedi de ces Jeux Olympiques, le samedi 27. Julien, alors on va parler des femmes juste après, mais chez les hommes, est-ce que la clé elle est finalement pas dans la fraîcheur? FP, il a parlé de Remco Evenepoel notamment. Le favori va être parmi ceux qui n'étaient pas au Tour de France? Il y a de fortes chances que le favori ne sorte pas du Tour de France. En plus, c'est un parcours. Autant le Tour de France a dû bien taper dans les organismes. Quand je vois des gens alignés comme Derek Guy qui a dû bien taper dedans le dernier week-end, Binyam Girmay qui a dû se battre pour amener son maillot vert à Nice, ça risque d'être très compliqué pour les gens qui étaient au Tour de France. Après peut-être qu'à Wout van Aert pourra nous faire mentir. Ouais, je te rejoins assez là-dessus, parce que Wout van Aert, il m'a beaucoup déçu sur ce Tour de France. On en a parlé dans le podcast sur le Tour de France il y a quelques jours. D'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. Mais c'est vrai qu'il m'a un peu déçu. Et puis, quand tu vois la start list, quand je vois même des noms comme Ghana, Darling, tu disais même Tobias Foss qui peut être la surprise, même si bon, alors là, pareil, est-ce que tu peux 2 fois créer la surprise? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est des noms qui me parlent plus. Même un Bisseguer, tu peux te dire qu'il s'est bien préparé aussi. Voilà, quand tu vois la start list, c'est quand même du chrono. Il y en a quand même quelques-uns qui ont fait le Tour de France et effectivement, quand je vois les organismes de certains, est-ce qu'en 6 jours tu peux récupérer, sachant que le chrono des JO, faut le rappeler, c'est 32 km si je me trompe pas, c'est globalement plat, donc ça veut dire que faut de la puissance quoi, faut envoyer des watts, t'as pas le temps de te reposer sur une descente ou être un peu technique. Globalement, si je me souviens bien du parcours, il y a très peu de dénivelé. Pipo Ghana, il double avec la piste. Ghana double avec la poursuite par équipe. Double avec la piste, ouais, tout à fait. Ouais, donc lui, il s'est vraiment orienté depuis le Tour d'Italie, il me semble, sur une préparation 100% axée sur les Jeux Olympiques en plus. Ouais. Il a fait beaucoup de pistes à Monte-Chiari avec l'équipe italienne et il a fait pas mal de positions de chrono. Pour rejoindre ce que disait FP, c'est 180 mètres de dénivelé sur 133 bornes, donc c'est sur 33 bornes, donc c'est vraiment peanuts quoi. Ça doit être une sortie de tunnel et une rentrée de tunnel quoi. Ouais, c'est le faux plat à côté de la Tour Eiffel quoi. Le faux plat à côté de la Tour Eiffel ou entre le château de Vincennes et l'INSEP. À tout casser quoi. C'est ça, et c'est aussi pour moi aussi le fait que Evenepoel
sont un peu moins favoris, c'est que le parcours n'est pas assez dur, tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est des coureurs comme Ghana, souvent il peut se faire surprendre par une montée sèche, par quelque chose comme ça. Le problème, c'est que là, il y avait vraiment rien. Donc c'est aussi quelque chose pour Evenepoel qui va être compliqué à gérer parce que voilà, c'est du tout droit. Alors on sait qu'il est très fort aussi en tout droit, je dis pas, hein, mais Ghana, il le concurrence à ce niveau en fait. Alors que s'il y avait une montée sèche, typiquement Montmartre, ça aurait été plus compliqué, je pense, pour Ghana. J'aurais moins mis dans mes favoris. Ça peut favoriser un Joshua Tarling, hein, la jeune pépite britannique, qui, allez, je sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, je le mets en priorité sur le podium avec Ghana en tout cas. Ah oui, je suis totalement d'accord. Moi, j'ai un petit outsider à soumettre. Le Lucas Plapp, l'Australien. Ouais, Lucas Plapp. Oui. Le problème de Lucas Plapp, alors tu sais, ça me fait penser à ces coureurs. Lucas Plapp, comme d'ailleurs beaucoup de Français à certaines époques, mais tu sais qu'on attend tellement qu'il n'est pas là le jour J, tu vois. Il a eu beaucoup ça, je trouve, dans sa carrière, et j'attends de voir. Pronostic, on va commencer par les hommes. Pour les hommes, moi, voilà, le podium logique, enfin, alors dans le désordre peut-être, mais ce serait un Ghana, Tarling, Evenepoel, quoi. Dans le désordre aussi, ouais. Ghana, Tarling, peut-être bien Kung. Alors là, il est, Ouais. mais il est vraiment pas bien. Et Kung, le problème, c'est que, alors, vraiment, je lui souhaite, mais je pense que cette année, malheureusement, avec tout ce qui s'est passé pour lui, même dans le privé, je pense qu'on peut oublier cette année. Enfin, après, on va voir ce qu'il fait demain, hein, mais j'y crois pas trop, vraiment. Et tu sens que cette année, c'est pas pour lui, quoi. Ce qui est d'ailleurs assez logique, hein. Je vois beaucoup de gens, d'ailleurs, taper dessus sur les réseaux sociaux en disant qu'il a traversé le tour comme une ombre. Enfin, moi, par rapport à ce qui s'est passé en début d'année, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi comprendre que c'est des hommes, hein. Il y a personne qui est des robots aussi, hein, moi, je trouve aussi. Pour ceux qui n'ont pas souvenir, FP, tu peux rappeler quand même vite fait. Ouais, ils ont perdu un enfant avec sa femme, donc voilà, quoi. C'est ça aussi qui était dramatique. Et il était quand même, et moi, c'était courageux. C'est là où ça l'honore parce que il perd son enfant, je crois, mi-mars, et il vient faire le Paris-Roubaix. Il fait quand même les Flandriennes. Enfin voilà, c'est quand même un mec qui a quand même respecté le contrat, et même s'il n'a pas fait des courses exceptionnelles, il était là, quoi. Donc voilà, je trouve que il faut respecter aussi ces coureurs-là qui donnent tout, et quand ils ont subi ce genre de choses, ils pourraient s'arrêter aussi 3-4 mois, je veux dire. Tu vois, ça m'aurait pas choqué, tu vois, qu'ils disent je fais un break jusqu'au JO, par exemple. Et Stephen Kung qui avait abandonné avant la fin du Tour de France. D'ailleurs, on pourra souligner que la Groupama FDJ a à peu près cramé tous ses coureurs pour la fin de saison. C'est absolument sublime. Moi, mon pronostic, ça va être du Ghana, Tarling et Wout van Aert 3e, je pense. En tout cas, il y aura peut-être. Je pense qu'on va tourner autour. Hein. Ouais, mais de toute façon, les JO, c'est toujours pareil. On en parlera juste après, je pense. Mais c'est compliqué. T'as toujours une surprise aux JO. C'est jamais vraiment le favori qui gagne. Enfin, c'est assez rare quand même. Encore une fois, sur le chrono, par exemple, quand Cancellara était peut-être l'exception ces dernières JO. Mais en revanche, sur même la route, la preuve en ligne, c'est rarement le favori qui gagne. Donc, Yevgeny Fedorov sur le podium. Peut-être. Alors, en vrai, je sais pas, je peux te dire ça, mais bon, pas sur le podium du chrono, je crois pas, parce que le chrono c'est quand même assez technique, mais sur la route. Bon, après, Montmartre, c'est compliqué pour Fedorov, mais. Ouais, bon. Chez les femmes, Julien, qui est favori? On en avait parlé vite fait. Il y a quand même une course super ouverte. Ah, très très ouverte. Hein. Alors, on va parler du chrono, en tout cas, dans un premier temps, le chrono. Ah, sur le chrono, on a une start list assez ouverte, avec des gros noms. Qui seront pas loin du podium de toute façon. On peut citer Chloé Laguerre, on peut citer Grace Brown. L'hypothétique coureur d'une équipe française l'année prochaine, Demi Vollering, Juliette Labou et Longo Borghini, si elle a super bien récupéré de son Giro, ça peut être une menace. Et moi j'aurais un petit œil sur Antonia Niedermayer quand même. Ouais, t'en as parlé, l'allemande. Ouais, c'est ta grosse côte celui-là. Celle-là, pardon. Ah, ça, c'est de la grosse côte, ouais. Sur le podium ou vainqueur? Ah, sur le podium. Ah oui, sur le podium. Non, parce que moi, tu sens pas un peu une victoire de Grace Brown, là? Moi, je trouve que cette année, c'est pour elle. C'est son objectif de fin de carrière. Ouais, c'est pour ça. Tu vois, il y a fin de carrière, et puis quand tu vois ce qu'elle a fait cette année, tu vois qu'elle est encore sous la pédale. Franchement, Grace Brown, elle me fait vraiment penser à une dernière année, mais en apothéose quand même. Parce que franchement, ce qu'elle a fait cette année sur la saison, c'est quand même pas mal. Hein. Elle a tout axé sa préparation sur les JO. C'est son objectif de carrière et de fin de carrière, malheureusement. Ce sera une coureur qui va être regrettée dans le peloton. Après, attention aussi, ouais, comme je disais tout à l'heure, Elisa Longo Borghini qui était en super forme au Giro. Sur un parcours tout plat, elle peut tirer son épingle du jeu. Elle pourrait aussi bien être sur le podium. Hein. Après, côté française, on a Audrey Cordon-Arago, c'est un exercice normalement qui lui plaît quand même. Alors, au-delà peut-être de viser le podium, on sait que c'est aussi 32 km, c'est le même parcours que les hommes.
elles peuvent viser un top 10, top 10, top 8, quoi, pour moi. Moi, je pense qu'on peut retrouver les deux dans le top 10. Ouais. Carrément les deux, toi, tu veux? Ah ouais, ok, oui, c'est vrai que c'est pas impossible. Ouais, c'est pas... Après, il y a aussi le spectre, l'autocopéki à surveiller, parce que elle triple, elle, sur les JO avec le chrono, la course en ligne, et l'omnium en fin de JO. Donc, elle a montré l'année dernière au Tour qu'un chrono, ça ne faisait pas peur, quoi, qui était beaucoup plus vallonné que celui des JO. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi, c'est un peu le même problème qu'Evenpool, tu vois. Est-ce que c'est pas assez vallonné pour qu'elle puisse être dans le top 5, par exemple? Je pense que ça lui fait pas de peur. C'est les deux, okay. Tu vois, elle a tellement de puissance, de vitesse de jambe sur un chrono comme ça. De toute façon, il va falloir mettre des watts. Donc, quand tu marches sur piste, tu peux marcher sur un chrono plat. C'est mon opinion. Oui, je te rejoins assez aussi. Pronostic, Julien? Braun, Kopecky et Dijkert. Alors moi j'en ai deux pareils, Dijkert, Braun et allez, moi je sais pas, je me laisse tenter par moi ça me plaît bien le Longo Borghini. Bon, bah moi j'ai même top 3 que toi. J'ai même top 3 que toi parce que moi Longo Borghini après le Giro qu'il vient de faire. Ah ouais. Elle arrive vraiment en forme, donc ça va être la cote à suivre. L'épreuve en ligne va arriver le week-end au milieu de ces JO. Le samedi, l'épreuve en ligne homme avec Alaphilippe, Laporte, Madouas et Vauquelin chez l'équipe de France homme. Et le dimanche, les femmes avec Cordon Rago, Jette à bout, c'est Victoire Berthaud qui elle va doubler avec la piste qui commencera le lendemain, la piste lors de la dernière semaine, deuxième semaine. Course en ligne femmes, on va débuter sur celle-là. Course un peu moins ouverte quand même, j'ai l'impression que le chrono, Julien, parce que tu as quand même des stars du peloton qui sont là, et notamment l'Autocopéki qui a quand même un parcours qui lui convient très bien, quoi. Ce parcours, sur la première partie de course, la partie en ligne, il y a déjà moyen de faire une belle sélection sur les 2-3 dernières bosses, dans la vallée de Chevreuse, Côte de Châteaufort, Pavé des Gardes, qui est assez costaud. Et après, surtout, c'est ce triple passage de la butte Montmartre, qui ressemble vraiment à un parcours de Flandrienne. Ça va être des filles qui marchent sur les classiques, comme l'Autocopéki, qui, à mon avis, aura même pas, c'est même pas la pancarte, c'est le gyrophare du favori qu'elle aura. C'est clair, t'as bien résumé. Et attention à l'équipe des Pays-Bas, qui, s'ils arrivent à s'unir pour une fois et pas se laisser piéger comme à Tokyo, a des belles cartes à faire briller sur la course en ligne. Mais c'est ce que j'allais dire quand même, pour prolonger là-dessus, Julien, c'est qu'en fait, au final, la Belgique, c'est simple, tu mises tous sur l'Autocopéki, mais en revanche, les Pays-Bas, ils ont toujours le même problème chaque Olympiade, c'est que là, tu as Vollering et Marianne Vos. Au final, c'est, alors, je sais pas dire le même niveau quand même, mais je veux dire, c'est deux cartes que tu peux bien jouer. Est-ce qu'une Vos va rouler pour Vollering ou inversement, tu vois? C'est ça qui va être compliqué. Et après ce passage des buts de Montmartre, si ça reste encore un bon groupe, qui va rouler pour Vibes? Ouais, aussi, oui, en plus. T'as la carte Vibes aussi dans la poche, donc faut qu'elles arrivent à s'entendre. Ce qui est un peu compliqué généralement dans les équipes avec les Pays-Bas, quoi. C'est que. Mais est-ce que tu penses que Vibes tient jusque-là, tu crois? Tu crois vraiment qu'elle tient jusque-là? Écoute, moi je trouve qu'elle a vachement progressé dans ces petits talus. Après. Et regarde le Tour des Flandres, ce qu'elle est capable de faire. Voilà, c'est l'exemple type, c'est le Tour des Flandres. Après les semi-classiques flandriennes où elle était là aussi. Et Nocquereux, ça a l'air de rien sur le papier, mais c'est quand même assez costaud. Elle fait encore une fois deuxième. Après, ça peut être une course qui peut soit se dégoupiller en Chevreuse, ou alors tout le monde va attendre ce circuit parisien avec la butte Montmartre. Il y a ça aussi, il faut voir comment va être la physionomie de course. Après, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense vraiment qu'on verra peut-être moins chez les hommes, parce que je pense que chez les hommes, il y a encore plus de gros écarts entre les favoris et ceux qui sont peut-être plus équipiers ou qui peuvent aller chercher l'échappée. Chez les femmes, vous êtes pas convaincu que ça peut être l'échappée qui va au bout? Je pense qu'après ce qui s'est passé il y a 3 ans avec Kiesenhofer qui s'est barré en douce et que personne n'a vu avant jusqu'à après la ligne d'arrivée, je pense pas qu'ils vont se faire avoir une deuxième fois. Je sais pas pour toi, Julien. Ouais, alors, à mon avis, il va y avoir un plus gros contrôle des échappées et laisser moins de champ. Mais attention, c'est les Jeux Olympiques, c'est pas un championnat du monde où tu as des équipes surreprésentées. Maximum dans une équipe de tête, c'est 5. C'est pas aussi facile de contrôler à 5 qu'à 9 sur des championnats du monde. Mais je te rejoins sur
sur le fait que, enfin non, je ne rejoins pas d'ailleurs, non, ça n'ira pas, c'est pas une échappée qui ira au bout, je pense. On va passer à la course homme, on fera les pronostics juste après. Course homme, là, c'est un peu le même profil, c'est un peu peut-être le même scénario à prévoir que chez les femmes, avec quand même des hyper favoris. Course, de toute façon, un peu ce qu'on voit habituellement sur le circuit mondial. On a quand même des hyper favoris avec des Mathieu Van Der Poel, avec des Wout van Aert, qui sont, voilà, il n'y aura pas Tadej Pogacar, mais qui sont là dans des parcours qui leur conviennent bien et avec un titre qui leur tend les mains. Tu penses à un Van Der Poel, imagine si Van Der Poel va lever les bras à Paris aux Jeux Olympiques. Sur la terre de son grand-père, on est quand même là dans un symbole assez énorme, FP, non? Ah bah non, il faut le naturaliser. Hein. Chez les basketteurs, on a donné un passeport à Joel Embiid alors qu'il joue pas avec nous. Alors donnons le passeport à Mathieu Van Der Poel. Non, je plaisante. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que Van Der Poel, il me paraît l'ultra favori quand on voit le parcours. En revanche, moi, ce qui m'embête un peu, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est des coureurs qui ont quand même fait le Tour de France. Et quand je vois le niveau de Van Der Poel et le niveau de Van Aert, ben, je suis pas aussi convaincu qu'ils soient favoris en fait. Alors est-ce que je me trompe parce qu'ils en gardent sous la pédale pour tout mettre sur ce championnat du monde, j'allais dire, sur ces JO? Oui ou pas, je sais pas. Vraiment, je suis assez curieux de savoir parce que voilà, après, ouais, mais c'est toujours pareil, c'est que t'as quand même fait les efforts et puis le Tour de France, il a été exigeant cette année. Alors certes, peut-être parfois dans le groupe Eto, mais Van Aert, il a quand même roulé de temps en temps pour Jonas Vingegaard. Donc ouais, je suis assez dubitatif en fait. J'arrive pas trop à me positionner là-dessus. Donc ça va être que je suis curieux de voir quoi. Moi je suis d'accord avec FP sur Van Aert. Je pense qu'il va avoir plus de mal qu'un Van Der Poel. Van Der Poel, on l'a plus vu s'amuser dans le groupe Eto que vraiment forcer. T'avais plus l'impression, enfin moi c'est l'impression qu'il me donnait, qu'il faisait ses séries sans fractionner en emmenant Philipsen. Et qu'après, il travaillait en zone 2 pour faire des bornes avant les jeux, quoi. Et vous voyez qui pour contrecarrer les plans de Van Der Poel notamment? Est-ce qu'un Bignem Girmay peut être un peu la surprise avec la forme du Tour de France? Même problème, je pense que Girmay il a trop dépensé, et ce genre de profil. Alors oui, ça peut peut-être lui convenir, mais encore. Non, je pense que pour moi c'est trop difficile pour lui. Un Girmay non, parce que pour reprendre ce que dit FP, hein, il a vraiment tapé dedans. Ça a dû lui peser. Par contre, attention à un qui a bien tourné en fin de tour. Un Jorgensen peut aller embêter un Van Der Poel sur ce genre de parcours. Oui, je suis tout à fait d'accord. Jorgensen qui a un coffre énorme, il s'est bien grimpé et il s'est très bien roulé. Ouais, je te rejoins. Ouais, c'est assez juste. Après, là où je suis curieux de voir, tapé 3 semaines quand même. Ouais, mais Jorgensen, je rejoins Julien, c'est que certes, on parle du Tour de France depuis tout à l'heure, enfin j'en parle beaucoup, mais lui, c'est lui qui me faisait la meilleure impression. T'as l'impression qu'il y a une 4e semaine, il était bon quoi. À une 4e semaine, il s'amusait avec Vingegaard à faire un 1 et 2, 2 et 1 et 1 et 2, je crois. Non, mais c'est vrai qu'il avait l'air pas mal. Il me donnait une belle impression, je suis d'accord. Et Mats Pedersen dans tout ça? Alors Mats Pedersen, même chose, j'ai l'impression. Je suis pas convaincu non plus. Mais déjà, Mats Pedersen, je suis moins convaincu par rapport à la typologie du parcours. Moi, j'ai l'impression que le parcours, il est un peu plus trop dur pour lui. Là, non, je pense pas, parce que bon, il marche sur les Flandriennes, Pedersen. Est-ce qu'ils vont le préserver, ils vont l'emmener tranquillement jusque Paris Intramuros? Ça peut être aussi une idée. Et moi, j'ai un petit qui peut être un petit caillou dans la chaussure, qui a abandonné le Tour assez tôt sur Covid, malheureusement, qui aura peut-être gardé son titre olympique en VTT. C'est Tom Pidcock. Ouais, Tom Pidcock, ouais, c'est vrai. Ouais. Pour peu qu'il ait conservé son titre en VTT, il devra faire la route, mais l'esprit libéré. Et dans ce cas-là, il peut être super dangereux. Parce qu'on rappelle que le VTT homme cross-country, c'est dès le lundi 29, le lundi qui arrive là, et que la course en ligne interviendra en fin de semaine avec la course en ligne homme le samedi. Donc Pidcock aura le temps de récupérer. On n'a pas parlé des Belges aussi. On n'a pas parlé de Van Aert, d'Evenepoel. Comment ils vont faire? Bon, moi je pense que ça va se jouer à la pédale. Donc je pense qu'ils vont quand même mettre sur Van Aert avec Evenepoel un peu en backup. Moi je pense vraiment qu'Evenepoel il est peut-être un peu moins bien, mais Evenepoel c'est le genre de c'est un peu le caillou dans la chaussure où tu peux embêter l'équipe des Pays-Bas, où tu peux mettre Evenepoel devant, où tu peux les fatiguer, enfin mettre la pression. Et puis Evenepoel, si tu lui laisses 1 ou 2 minutes, tu peux ne plus le revoir. Donc il y a aussi cette carte là à jouer. Et côté belge, ça ferait du bien de bien jouer tactiquement quoi. Et puis avec les Belges, ils ont aussi un Steven qui peut aller vite. Et qui lui a bien terminé le Tour d'ailleurs. Qui a bien terminé le Tour et qui peut aller vite pour boucher un trou si les Pays-Bas créent une cassure. Il y a ça aussi. Il a vraiment. Je pense que Steven peut jouer 2 rôles, le rôle d'équipier
ou à la fin jouer sa carte. Ouais, Stuyven vainqueur de Milan-San Remo, on rappelle quand même. Donc ça classe le mec. Et les Français dans tout ça, on n'en a pas parlé. Alors chez les hommes comme chez les femmes, on n'en a pas parlé. On voit quoi comme scénario? Est-ce que Alaphilippe est capable de briller? Est-ce que Juliette Labous est capable de briller? Victoire Berthaud aussi qui double avec la piste. Comment ça va se passer? Bah moi je suis déjà pas convaincu par la sélection, donc chez les femmes. Je vais dire, pardon. Donc, et pourtant, j'aime beaucoup Victoire Berthaud. Alors, le seul truc qui m'embête parce que Evita Musique, moi, j'aurais bien aimé la voir à la place de Victoire Berthaud. Je m'explique. Victoire Berthaud, voilà, elle fait la piste, mais toutes tes chances de ton côté. Moi, je trouve que Victoire Berthaud, elle a une deuxième année un peu plus compliquée cette année. Je me dis que autant tout miser sur une épreuve, alors que ce soit la route ou la piste, hein, d'ailleurs. Mais là, doubler, c'est dommage quand t'as une Evita Musique qui était quand même avec des jambes de feu. Après que tu prennes Audrey Candorago, sur le chrono, bon après c'était un choix, et c'est Juliette Labous la sélection, Juliette Labous, je me trompe pas, Victoire Berthaud, et voilà donc ouais, moi je pense que j'étais un peu déçu par ça. Après sur le parcours femme, Juliette Labous, c'est elle qui me paraît avoir avoir ce rôle de leader. Après Victoire Berthaud, elle a l'avantage d'être typiquement la cycliste qui peut aller dans la devant, dans l'échappée, et si ça va au bout, bah elle est là quoi. Moi j'aurais vu une autre dans l'échappée matinale, hein, qui est plus Audrey Cordon-Rago, avec l'espoir de faire le coup de kiss de 9 heures, mais à plusieurs. Après, il y a ça aussi. Est-ce qu'une échappée peut aller au bout? Après, il faut voir aussi la compo de l'échappée. Si tu as toutes les nations, si tu as Kopecky, Audrey, Vollering, Longo Borghini devant, derrière, ça fait rideau. Hein. Bien sûr. On va pas se mentir. Bon, après, c'est que ça fera pas médaille non plus pour nous. Non, après, sur un sprint, ça fait pas médaille. Mais après, victoire, pourquoi pas, justement, dans cette. Alors, victoire, c'était un choix plutôt stratégique de la prendre elle. Bon, elle a fait quand même c'est la meilleure française sur les courses d'un jour du début de saison, ça on peut pas le nier. Oui, ça c'est vrai. Mais la prendre, c'était aussi s'assurer de pouvoir faire tourner l'effectif en poursuite par équipe. Peut-être qu'elle ne fera qu'un tour. 2 tours de poursuite par équipe. On en parlera après de la piste, le programme de la piste, mais elle va rentrer dans le collectif pour pouvoir faire tourner le collectif. Juliette, je crains que le final soit pas super adapté pour elle, même si elle a quelques petites références sur le Tour des Flandres. Hein. Je me rappelle plus de ça. C'était quand même ses références. Juliette, elle te fait un top 10 il y a 2 ans, il me semble. Ok, tu vois, j'avais complètement zappé, tu vois. Je l'avais pas celui-là. C'est comme la leader. Hein. Pour moi, elle est là. Elle arrive en tant que leader. Elle a prouvé sur le Tour d'Italie qu'elle était en forme, même si elle a eu un petit coup de chaud sur la fin du Tour d'Italie. Elle a quand même prouvé qu'elle était capable de rivaliser sur un parcours accidenté, difficile avec les meilleurs. Le problème de Juliette, j'ai l'impression, alors je sais pas, tu vas peut-être avoir la même impression que moi. Elle a du mal avec la chaleur. Tu te rappelles pas l'étape de Pau l'année dernière au Tour? La première étape où il faisait chaud, elle était pas bien. Elle est dans le deuxième groupe. Là, sur le Giro, elle est pas bien à cause de la chaleur. Donc, est-ce que ce serait pas un petit problème d'adaptation? Alors, pour revenir là-dessus, AFP, elle fait 6e en 2023 du Tour des Flandres. Ok, sûr, j'avais complètement zappé. Et finalement, est-ce que Juliette Labous a une chance de médaille sur la course? C'est un peu la question, parce que là, on court pour une médaille aux Jeux Olympiques, on court pas pour un top 5. Ouais, ça va être chaud, hein. Compliqué. Même dans un groupe si elles arrivent avec un groupe de 10, mais qu'elles se retrouvent avec des Kopecky, des Ross, voire Vollering, du Longo Borghini, ça peut coincer sur un sprint. Hein, ça peut faire médaille en chocolat aussi, donc c'est assez problématique, quoi. En fait, après le truc c'est qu'on a des bonnes coureuses, mais on n'a pas des bonnes sprinteuses en fait, globalement. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Julien? Berthaud. Mais Berthaud, faut qu'elle soit dans ce groupe, quoi. Après, moi, je crois pas trop à Berthaud pour ce rôle-là. Victoire va vite, il y a aucun doute là-dessus. Mais une Berthaud face, ça revient au même problème. Une Berthaud face à une Kopecky ou une Vos, c'est pas titre, oui. C'est médaille, hein, c'est beau, non, déjà c'est médaille. Ça peut aller vite au sprint, mais après, tu as du top mondial quand même pour le sprint. Hein. Donc, si je comprends bien, c'est chez les hommes qu'on a le plus de chances de médaille? Tout pour Alaphilippe? Non, mais moi, j'y crois pas non plus chez les hommes. Alaphilippe, il est très bien revenu, mais il est pas revenu au niveau de ceux qu'on connaît, qui sont les favoris. Encore une fois, moi, j'attends de voir le schéma de course de Vauclair. Moi, je maintiens que la non-sélection de Beno Cosnefroy est une erreur. Mais après, on verra s'il me donne tort ou raison. Mais je maintiens que... Attends, faut me rappeler la sélection. On est Laporte, Madouas, Alaphilippe, puis j'ai plus 4e, et Vauclair à la place.
Ouais, moi je dirais à la place de Vauclin. Et qui faisait le contre-la-montre? Fallait quelqu'un Ah oui, qui parce fasse qu'il le faut que chrono. le même. Ah oui, c'est vrai qu'il faut quelqu'un qui fasse le chrono. Bah alors, après ça aurait été horrible, mais à la place de Julien. Ou à la place de Madouas? Ouais, mais Madouas, en tant dans le rôle d'équipier et de mec qui roule, il est indispensable. Christophe Laporte, c'est quand même le meilleur coureur français. S'il était au niveau de l'an passé, c'était l'un des favoris, je pense, sur cette course. Donc tu peux pas t'en priver parce que s'il a des super sensations ce jour-là, tu peux pas t'en priver. Et Cosnefroy, pour moi, c'est lui sur la saison, qui a une très bonne condition. Il sprinte bien dans un petit groupe. C'est un gars qui a pas peur d'attaquer, qui sent souvent bien les coups. Qui a fait des très belles courses sur les Ardennaises, notamment avec des Van Der Poel ou Van Aert. Donc, il connaît. Moi, je trouve que c'était le profil idoine. Donc, moi, j'ai toujours pas compris sa non-sélection. Et avec tout le respect que j'ai pour Julien Lafilippe, pour sa carrière et tout ça, je pense que, après, peut-être qu'il me fera mentir, mais je pense qu'il a pas le niveau pour viser le titre comme il y a, c'était quand, il y a 4 ans. Hein. Oui. Ouais, il y a 3 ans du coup à Tokyo. Rio, c'était à 8 ans. C'était quand est-ce qu'il tombe là? C'est Rio? Eh ben 2016, il y a C'est 8 Rio, ans. un truc. Et si la stratégie de Vauclair, c'était pas nous refaire un coup de Louvain? Un coup, ça part de partout. Ça les fait partir de partout parce que c'est Vauclin qui roule avec ses capacités de rouleur pour aller chercher les coups. Et après, tu fais un trio d'attaque, chacun leur tour, Madouas, Alaf et Laporte. Oui, mais est-ce qu'Alaphilippe peut tenir comme à Louvain? Oui, mais à Laporte Alors, peut tenir. Parce que finalement, tu peux te dire tout pour Alaphilippe, alors que Laporte peut être le gars. Et si c'était celle-là, la stratégie de Vauclair, justement, dire ok, on annonce tout pour Alaphilippe, mais c'est tout pour Christophe Laporte. Moi, franchement, ça ressemble plus à ça. D'accord, mais Christophe Laporte, pour l'instant, il nous a pas montré cette saison qu'il avait une forme olympique, c'est le cas de le dire. Bah, il a eu pas mal de problèmes de santé, alors pas mal de chutes aussi. On pense à celle du Giro. Ouais. Mais après, il sort d'un tour où il a été aussi pas super visible. Ouais, mais puis... pareil que Van Der Poel, est-ce qu'il n'était pas super visible parce qu'il était planqué dans les roues pour dire de préparer une fois qu'il avait fini de bosser, quoi. Messieurs, pronostic. Pronostic, moi je te dis. Hommes et femmes. Je vois quand même. Tu vas, tu tentes? Ouais, moi je vois quand même Van Der Poel favori. Après, dans le podium, c'est difficile. Je vais quand même Allez, juste le vainqueur et puis t'essayes de te mettre deux gars sur le podium. Van Der Poel et puis après, moi chez les femmes, j'ai quand même plus je dirais Kopecky dans ce trio. Kopecky, Vos et Vollering, quoi. Je vois bien un truc où les Pays-Bas se font 2 et 3 et c'est Kopecky qui gagne. Julien. Alors, moi chez les hommes, je peux même te sortir un podium si tu veux. Allez. Dans le désordre, tu auras Evenepoel, tu auras Pidcock, tu auras Van Der Poel. Et petite pièce d'un coureur dont on n'a pas parlé, qui a abandonné le tour, qui aime bien ce genre de circuit, c'est Alberto Bettiol. Ah, pas mal, ouais. Pas mal. Moi, je mettrais une petite pièce surprise, peut-être sur Jonathan Narvaez. Le parcours peut lui correspondre, il était bien en forme au Tour d'Italie. Pour tout te dire, je suis en même temps sur le site de nos copains de Vélo Futé qui l'a mis en 1 étoile, à même hauteur que Laporte et Alaphilippe. Et c'est vrai que finalement, Jonathan Narvaez peut être, tu vois, cette petite surprise qu'on n'attend pas forcément, mais qui est vraiment un des top coureurs de classique et dont le parcours peut vraiment correspondre. Après, je pense quand même que Van Der Poel va l'emporter chez les hommes et que après chez les femmes, je vois peut-être une apothéose pour Marianne Vos. Je vois bien la fin d'apothéose pour Marianne Vos. Alors moi, je vais te le donner dans le désordre. J'ai oublié de parler des femmes dans mon pronostic. Et moi, la surprise viendra de Longo Borghini qui va attaquer dans la dernière montée de Montmartre, et qui va faire, qui va emmener avec elle Vos et Kopecky. Et Vos, Kopecky vont se neutraliser et c'est Longo Borghini qui va gagner. Et les autres 2 et 3 hors podium. On retient. Magnifique. Ouais. Bon, messieurs, on va passer à la suite du programme des Jeux Olympiques. On vient de parler du cyclisme sur route. On a fait une large page forcément à ce qui nous anime toute la saison. Mais les Jeux Olympiques, c'est aussi le VTT, le BMX et le cyclisme sur piste. On va faire par ordre chronologique avec donc le VTT qui va arriver dès le début de semaine ou même dès ce week-end, au lendemain du contre-la-montre sur route pour les hommes et les femmes, avec le cross-country. On va faire par ordre chronologique. Le cross-country femmes pour le dimanche 28. Julien, je vais me tourner vers toi parce qu'on a l'impression que le podium est déjà connu et qu'on a déjà 2 chances de médaille, dont une chance de titre. Je me trompe? Non, tu te trompes pas. Alors, on va pas non plus vendre la peau de la bête avant de l'avoir tuée, on dirait. Mais avec Loana Lecomte, avec Pauline Ferrand-Prévot, on a 2 sérieuses prétendantes au titre et à la médaille.
Attention aussi à petite néerlandaise qui marche pas mal en cyclocross l'hiver, Puck Peters. FP, tu sens que c'est l'année peut-être de Pauline Ferrand-Prévot, elle qui tourne autour depuis tant d'années. On se souvient de ses larmes, il me semble que c'était à Rio, elle avait abandonné en larmes là-bas. Elle mériterait d'avoir un titre. Ouais, bah surtout si je me trompe pas, je crois que le VTT français avait pas ramené de médaille, je crois, à Tokyo, hein, si je dis pas de bêtises, hein, il y a 3 ans. Donc, non, c'était un triplé suisse chez les femmes. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça, donc ce serait quand même beau de voir ça avec un petit doublé français, ce serait super. Et Pauline Ferrand-Prévot, ouais, ce serait un peu boucler la boucle et à ce niveau, ce serait magnifique. Après, voilà, moi j'avoue que je suis d'assez loin les épreuves, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, hein, pas toujours le temps de tout regarder, mais de ce qu'on voit dans les résultats, Pauline Ferrand-Prévôt a quand même une sacrée carte à jouer quand même. Hein. Je sais pas si toi Julien t'en vois plus de courses que nous, enfin que moi en tout cas, mais voilà, c'est de ce que j'ai pu lire, ou en tout cas, ou voir les résultats. C'est Pauline Ferrand-Prévôt est la favorite numéro 1. Et elle a, par rapport aux autres années, coupé tout contact avec la presse, qui lui mettait trop de pression les années d'avant. Avec les réseaux sociaux, elle est très peu dessus. Elle est vraiment dans sa bulle pour les JO, qui sera la dernière course de sa carrière de VTTiste, vu qu'elle se tourne définitivement sur la route. Refaire un Tour de France, refaire quelques belles courses avant de prendre sa retraite. Elle serait même annoncée chez tes copains de Visma Lease a Bike. Je sais. Bon, j'imagine que c'est fait, non? Elle a annoncé là-bas, hein, Marianne Vos, sa mentor, sa maman dans le cyclisme. Avec Loana Lecomte, ça devrait faire peut-être 1 et 2 ou 1 et 3 si Puck Peters vient s'intercaler. Et tout à l'heure en off, on parlait avec Guillaume. Attention, la championne des États-Unis, c'est l'américaine Sylvia Blanc, qui sait aussi très bien cibler ses objectifs. Après, je rebondis sur ce que tu viens de dire. On rappelle que Pauline Ferrand-Prévot, tu dis qu'elle a coupé tout contact ces derniers temps. On rappelle aussi qu'elle s'est engagée avec l'équipe Ineos en vue des Jeux Olympiques pour se préparer exclusivement pour les Jeux Olympiques. Que aussi elle a profité, je ne sais pas si elle a profité de contact avec son compagnon qui est Dylan Van Baarle, si je ne me trompe pas, non? C'est ça? C'est bien ça. Dylan Van Baarle, qui était chez Ineos au moment où les contacts se sont noués entre Pauline Ferrand-Prévot et l'équipe Ineos. Ineos, qui est une formation multidiscipline. On le voit avec Tom Pidcock également, elle est tournée vers ça. Est-ce qu'on peut avoir un jeu d'équipe, une course d'équipe avec Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot? Est-ce que c'est possible réellement en VTT? C'est tous les deux des gagnantes, donc je ne pense pas qu'il y ait de course d'équipe. Parce que même si elles se respectent énormément, il y a énormément de respect entre les deux. Elles se stimulent l'une et l'autre. Hein, c'est une émulation entre les deux. Mais je pense que le jour de la course, entre le moment où les lumières vertes vont s'allumer et le passage de la ligne, il n'y aura plus de copines, hein, c'est du chacun pour soi. C'est un titre olympique. Si à un moment donné, tu as les trois ensemble avec Puck Peters, Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot, est-ce que tu peux pas avoir là une stratégie de harcèlement? Tu peux. Ça peut faire partie des stratégies de course pour faire gagner la France. Après, dans la single track aussi, s'il y en a une qui attaque, l'autre qui peut se mettre un petit peu dans le rouge, parce qu'il y a plusieurs parties où il y a impossibilité de doubler les 3 tests de la piste. De mémoire, ça doit être 80 cm de largeur. Donc pour passer 2 filles côte à côte, c'est compliqué. C'est pas pour toi, FP. FP, mais si, s'il fait du wheeling, éventuellement. Oui, t'as pas vu FP sur un vélo, ça se voit toi. Non mais mine de rien, FP c'est quand même des grandes chances de médailles. Et là on parle des sports pourvoyeurs de médailles. Le VTT pour le coup, chez les femmes je parle, là on se dit c'est 2 médailles assurées quoi. On se dit c'est 2 médailles assurées, mais c'est toujours pareil, c'est que effectivement les JO c'est une approche psychologique différente, c'est pas une épreuve de Coupe du Monde. Ce qui est rassurant, c'est plutôt leur saison en cours, donc qui est assez exceptionnelle. Donc on va voir. Moi je suis assez optimiste aussi, mais encore une fois, c'est les JO et on sait bien les expériences qu'on a eues même côté français, parfois des favoris, et puis on n'est même pas podium quoi. Ferrand-Prévôt à Tokyo. Voilà, entre autres. On passe chez les attention, hommes. Attention, juste par rapport au VTT en général, hein, que ce soit hommes et femmes,
c'est un sport mécanique. Oui, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ou alors la chute de Van Der Poel à Tokyo notamment aussi, on avait vu. Voilà. On va passer à l'épreuve homme, messieurs, parce que l'épreuve homme, bon là je vais pas faire mon intéressant. Julien, est-ce qu'on a réellement une chance chez les hommes et puis est-ce que les favoris ne sont pas toujours un peu les mêmes, notamment chez les Suisses aussi? On rappelle que c'est Victor Koretsky et Jordan Sarrou qui nous représenteront. On a peut-être plus de chance avec un Victor Koretsky qui a gagné une ou deux Coupes du Monde cette année. Après, on retrouve qui peut aller chercher le podium, hein, pourquoi pas, hein, voire même aller jusqu'à la victoire. Après, faudra battre la statue Nino Schurter. Ah, lui, incroyable, là. Qui est le monstre du VTT, hein, c'est le GOAT. FP, on en parle un peu en Suisse? Oui, alors c'est rigolo parce que on en parle beaucoup même dans mon canton où je suis parce que le VTT c'est un sport important. Mais Nino Schurter effectivement c'est l'ultra favori, mais c'est l'école du VTT suisse est importante et elle est quand même c'est toujours on le voit même il y a 3 ans, après je vais y arriver à Tokyo avec Yolanda Neff qui avait été championne olympique, c'est elle, je ne me trompe pas, Ouais. qui est donc on voit hommes ou femmes confondus. Eux, les Suisses s'attendent à ramener une ou deux médailles. Même Yolanda Neff, pour eux, fait partie des favoris, même si elle fait une saison très très moyenne, de ce que j'ai pu comprendre. Les forfaits surtout. Ah bon, je sais pas. Moi, j'ai encore vu un article. Alors peut-être il y a un peu un moment. Ah, les forfaits. Excuse-moi alors, pardon. Ouais, c'était annoncé le même jour que Marlène Reusser. Ah excuse-moi alors, parce que du coup, je crois que c'était à date un peu. Là, je vais regarder où est-ce que j'ai vu l'article. Ça date d'il y a un mois, ouais. Un mois ou deux quand même. J'ai dû voir alors. Pardon. Alors. Marlène Reusser qui est une des grandes favorites sur la route en contre-la-montre et voilà, qui est elle aussi forfait. On revient au VTT homme. Juste pour terminer, avant de passer à la suite, on parlait de Victor Koretsky et de Jordan Sarrou. Ça permet aussi de mettre en avant des coureurs qui sont un peu dans l'ombre médiatiquement que les grands coureurs sur la route, notamment. Mais Jordan Sarrou, c'est champion du monde en 2020. Victor Koretsky, c'est 5e à Tokyo il y a 3 ans. On parle de Nino Schurter. On parle aussi de Tom Pidcock. Tom Pidcock, qui est champion olympique en titre, finalement. Lui, il fait la route. Il fait la route, le cyclocross, il fait le VTT. C'est un des très très grands VTTistes, un technicien hors pair aussi. Et la caisse qu'il peut accumuler sur la route peut lui permettre aussi de briller sur le VTT. La caisse qu'il a sur la route le fait briller en VTT et l'explosivité qu'il a en cyclocross et VTT. Parce que maintenant les circuits sont vraiment plus ou moins typés pareil, avec des bosses très explosives, l'aide beaucoup sur la route. On va passer à un sport qu'on connaît tous, messieurs, le BMX. FP, le BMX, alors, qui est favori? Alors là, je vais pas te dire que je connais, parce que je n'y connais rien. Désolé, voilà, je suis vraiment. Là, c'est vraiment le sport que je regarde qu'au JO. Je suis vraiment désolé pour les fans de BMX, mais au moins je vais être honnête. C'est le trait d'humour, forcément. Voilà, on manque pas de respect au BMX. Juste, on s'y connaît moins, on s'y connaît beaucoup moins tous les deux avec FP, ça c'est sûr et certain. Faut quand même citer que tu as un des grands noms du BMX, c'est Joris Daudet, qui est forcément une des grandes chances de médaille sur ces Jeux Olympiques. Française. Il est à domicile, une des grandes chances de médaille française, exactement, qui a été champion du monde. Comment? C'est pas le Chauvin en plus, il est plus ou moins de chez toi en plus. Joris Daudet? Ouais. Ah bah alors attends, tu vas m'apprendre quelque chose. Joris Daudet. Ah oui, bah oui. Ah non, mais non, commence pas. Non, c'est à Charente-Maritime. Alors il est né à Saintes. Non, c'est à Charente-Maritime. Alors c'est pour ça que pareil, je ne connaissais pas, c'est que c'était de l'autre côté de la frontière. C'est pareil. Non, c'est pareil, Guillaume, Charente-Maritime, vous êtes quand même, franchement. Historiquement, la Charente-Maritime et la Charente inférieure, je rappellerai tout le temps. Alors mais dans les livres historiques, tu regardes, la Charente était la Charente supérieure, la Charente-Maritime, la Charente inférieure. Non, Joris Daudet, qui a été champion du monde pour la 3e fois, était sacré aux États-Unis au mois de mai. Forcément, il fait office de grand favori. Julien, est-ce qu'on est trop chauvin en se disant que Joris Daudet est le grand favori? Et forcément, il a une pancarte dans le dos, il est à domicile, il est champion du monde en titre. Voilà, on se dit quoi? On se trompe si on dit qu'il est favori? On se trompe pas de beaucoup. Alors, ce qui serait encore beau, ce serait qu'il nous refasse le coup de Glasgow, où les Français font 1, 2, 3, avec Romain Bayeux qui était champion du monde jusqu'à l'année dernière. Puis pour assurer FP, il est du Nord et pas du Pas-de-Calais, donc c'est un bon gars. Ah, ça va, exactement. Non, s'ils refont le même trio, le même triplé, ordre dans le désordre, moi ça me va. Attention à Kay White, britannique, qui était vice-champion olympique l'année dernière. Et encore un compatriote actuel de FP,
attention à Cédric Buty. Le nom dit pas grand-chose, mais c'est c'est un coureur qui peut aller loin dans les tours. Je connais même pas. Messieurs, non, alors franchement, on est tout à fait honnête. FP, on le dit très clairement. Quand on s'y connaît, on en parle. Quand on s'y connaît moins, on le dit. Moi, je vais pas survendre mes connaissances en BMX. Joris Daudet, forcément, c'est un nom qui me parle. Mais voilà, mis à part ça, Julien, est-ce qu'on a des réelles chances en dehors de Joris Daudet? Allez, là, si tu dois donner les grands noms, on rappelle qu'on a BMX, mais il y a plusieurs disciplines au BMX. Alors, t'as le BMX Racing et le BMX Freestyle, pour les hommes et les femmes. BMX Racing, c'est quoi? C'est 8 personnes alignées derrière une grille de départ, une piste d'environ 250 mètres, 300. C'est un bloc tout le temps, tu débosses. Je trouve que c'est une épreuve qui est super télégénique pour les jeux, justement. Ouais, je suis d'accord. C'est un format qui est facile à comprendre, qui est super rapide. Les courses durent entre 39 et 40 secondes. Donc c'est vraiment super sympa à regarder. Il y a de l'action, ça bouge. Vraiment, c'est pas mal. Pour en revenir à ta question, Joris Daudet, favori numéro 1. Et j'irai favori numéro 2, même pas outsider, Romain Mailleux, qui avait le titre, qui a gagné le titre à Glasgow. Bon, on va terminer par la piste parce que ce sera ce qui va nous occuper pendant la seconde semaine de ces Jeux Olympiques, avant le coup d'envoi du Tour de France femmes. Et là, on en parlera aussi un peu plus tard avec toi, Julien, notamment. La piste, on rappelle qu'on a... Alors, j'avais fait le point avec toi. Du coup, Julien, ça tombe bien. On a la vitesse, on a le Keirin, la poursuite par équipe, l'américaine et l'Omnium au niveau des épreuves de cyclisme sur piste. On a notamment la déception de ne pas avoir d'équipe de France chez les femmes en poursuite par équipe, mais ça va peut-être permettre notamment à Mathilde Gros de se concentrer sur les autres épreuves. On l'avait eu dans Vélo Podcast, FP, on l'attend notamment. Mathilde Gros, c'est l'une des grandes figures de cette équipe sur piste. Elle a construit un peu tout son début de carrière sur ces JO à Paris, il faut l'avouer. Elle nous a même parlé dans les interviews qu'on a pu faire avec elle, tous ces championnats d'Europe, du monde, les performances qu'elle a réalisées. Il y avait quand même cet objectif numéro 1, c'était Paris 2024. Et elle arrive, avec quand même un statut qu'on attendait chez elle. Elle avait pris ses marques, c'était aux mondiaux, si je me trompe pas, à Saint-Quentin-en-Yvelines quand même, il y a 2 ans maintenant, ça remonte à loin, non? 2-3 ans. Ouais. C'était ça. Et donc maintenant elle a plus qu'à montrer ce qu'elle sait faire en fait. Alors évidemment il y a une grosse concurrence. Je pense pas, à moins que Julien ou Guillaume, si vous m'arrêtez, mais je crois pas que ce soit la favorite. Mais c'est une cycliste qui doit performer chez elle, et qui a déjà performé chez elle au niveau mondial, donc à elle de le refaire, et bien sur des JO, et on sait que il faut appréhender tout ça, mais tout a été construit pour ces Jeux, à voir le résultat maintenant. Julien, avant de te relancer, Julien, on rappelle que la piste française a connu une crise, c'était après les JO de Tokyo, si je ne me trompe pas. Oui, on avait eu Grégory Boget, nous d'ailleurs, sur le podcast. Et ils ont une énorme crise qui se sont restructurés avec un vrai pôle de formation, et qu'ils arrivent avec l'envie de tout bouffer sur les JO de Paris et au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vas-y, Julien. Alors c'est le pôle sprint qui a surtout été remanié après le fiasco de Tokyo. Le pôle poursuite avait marché plutôt bien, vu les filles avaient battu le record de France, les garçons étaient pas mal classés non plus. On les a laissés faire, et c'est vrai que tout le pôle sprint a été restructuré autour de Grégory Boget, et avec un programme de détection qui est mis en place avec la relève. Pour en revenir à la compétition en elle-même, Mathilde n'est pas forcément la favorite, et c'est anecdotiquement, c'est quand elle n'est pas favorite qu'elle performe. Saint-Quentin-en-Yvelines, elle sortait de ses déceptions, Tokyo, les mondiaux à Roubaix, où elle n'avait pas super performé, et à Saint-Quentin-en-Yvelines, elle a fait une perf de fou. C'est toujours quand on ne l'attend pas qu'elle est là. Enfin, quand elle n'est pas attendue par les médias. Le public qui surveille voit. Elle a fait 2 podiums en Coupe du Monde en vitesse, 1 en Keirin. Et en plus, Julien, on sait qu'elle est capable de se sublimer dans les grosses ambiances chaudes. On l'a vu au championnat du monde qu'il y a eu à Saint-Quentin-en-Yvelines, où elle a été championne du monde, justement. Elle est capable. Elle est capable. Et limite, c'est ce qu'elle préfère. C'est un peu... Champion du monde de vitesse individuelle en 2022, on rappelle. Voilà, c'est un peu... si on peut faire le parallèle, le PSG performe moins bien quand ils sont à l'extérieur qu'à domicile. Elle a besoin de ces ambiances un peu chaudes, un peu
un peu tendue, un peu chaude. Ouais, elle aime ça. Un peu comme les rugbyman qui ont besoin, enfin qui sont plus performants à domicile et à l'extérieur, aussi qui ont besoin de, on va pas parler de testostérone sur le moment, mais voilà, de cette adrénaline finalement. FP, t'envisages combien de médailles? Tu attends quoi toi réellement de ces JO sur la piste? Sur la piste. Moi, je me dis qu'on va quand même faire je sais pas si vous avez le chiffre exact de Tokyo. Je crois que c'était pas terrible. Hein. C'était combien le chiffre? J'ai plus le chiffre en tête du nombre de médailles, mais je pense qu'on vas-y. Une ou deux, je pense. Ouais. Et je pense qu'on battra largement ce Tokyo. Déjà, moi, ce que je crois, c'est vraiment que la piste, elle s'est quand même bien réformée. Et par rapport au travail de Grégory Boger, il est quand même à souligner. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, on a quasiment kiff les mêmes chances de médaille et moi je tablais quand j'avais calculé là avant cette émission, je disais 5-6 médailles. Je sais pas ce que vous en pensez, or ou enfin peu importe, hein, j'ai pas mis or ou argent, mais au moins 5-6 médailles, je sais pas ce que vous en pensez. 5-6 médailles, c'est une bonne moyenne. Alors, on a une chance de plus chez les hommes que chez les femmes. En vitesse par équipe, sachant que l'équipe d'hommes est qualifiée par les femmes. Oui, ça déjà. donne une opportunité en plus. Ils sont régulièrement sur les podiums. Après, je l'avais pas compté comme une médaille, celle-ci, par contre, tu vois, par exemple. Même si je suis pessimiste, mais. Entre 5 et 7. Bon, c'est un très bon ratio, ça, quand même. 5 et 7 médailles sur la piste. Je regarde pour les médailles à Tokyo sur la piste. Vitesse par équipe homme avec Florian Grengbo, Sébastien Vigier, Ryan Elal, qui est le compagnon de Mathilde Gros. Et on a aussi... Ok, pardon. Et on a aussi donc l'américaine avec Donovan Grondin et Benjamin Thomas qui avait été médaillé à Tokyo. Bon messieurs, on vient de faire le tour de ces chances de médaille aux Jeux Olympiques. FP, dernier mot, on attend avec impatience maintenant que ça commence. Ben oui, puis c'est toujours intéressant d'avoir tous ces types de cyclisme et puis franchement moi là où je suis presque le plus pressé, alors je suis content de voir le chrono et la réponse en ligne, mais je suis presque le plus pressé de voir le VTT, le BMX et puis le cyclisme sur piste parce que c'est des compétitions. Alors surtout le VTT on regarde un peu plus peut-être, mais BMX notamment on regarde jamais, enfin pas, en tout cas je regarde pas souvent du tout. Donc voilà, c'est des sports qui font plaisir à voir et qui sont dans l'ambiance des jeux tout simplement. Julien? Et là, moi j'ai hâte que ça commence. On en parlait tout à l'heure, il y a encore 3-4 jours. J'ai dit ouais, c'est les jeux. Et là j'ai dit c'est les jeux, ça commence. On va voir des disciplines sympas, du BMX, du freestyle, des sports qui sont très rarement médiatisés, sauf chez nous, un petit peu d'auto-cirage de pompe. D'ailleurs, on a fait un guide sur notre site internet où on peut également retrouver en archive les vélos podcasts qui résument toutes les épreuves, le déroulement, comment ça se passe, les qualifs et autres. Donc c'est sur actucyclismeféminin.fr. Et sinon, j'ai hâte que ça débute, hâte de voir toutes ces épreuves, et même pas forcément que le cyclisme, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas souvent. Et plus tard, on enchaînera, nous, sur le Tour Femmes, on en parlera avec Guillaume, et derrière, il ne faut pas les oublier, il y a les paras. Également, on en reparlera un peu des Paralympiques fin août, qui débutent à la fin du mois d'août. Mais messieurs, merci d'avoir été avec moi. Je viens des près d'Actu Cyclisme Féminin, les Jeux Olympiques sur leur site, le Tour Femmes qui va arriver au lendemain de la fin de ces Jeux Olympiques. On en parlera aussi à la fin des JO de ce Tour Femmes. FP, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Moi, c'est Antoine Dupont qui m'a réveillé pour débuter ces Jeux Olympiques. Forcément, FP, on se retrouve très bientôt. Il y aura, après le Tour Femmes, il y aura aussi la Vuelta qui va arriver. Ça va s'enchaîner très rapidement. Mesdames et messieurs, bons Jeux Olympiques, profitez bien. Ciao, ciao dans Vélo Podcast, à bientôt. Allez, ciao à tous. Ciao.